Le fait qu'on a... Avant, il y avait toujours des... Ouais. Mais on écoute. Là, moi, quand Gérard y parle, je Non, l'écoute. non, mais avant, on n'en parlait pas. Il y a toujours eu des fautes d'arbitrage, mais Bien aujourd'hui, avec le VAR, Eh oui. avec... On en parlait quand même. Oui, mais avant, on disait l'arbitre n'a pas été bon, il s'est fait avoir par l'arbitre, ça n'allait pas. L'erreur est humaine et ça tout. allait- Alors voilà, qu'aujourd'hui, ça allait pas maintenant, au-delà. combien... Là, aujourd'hui, maintenant, ça devient un événement dans le match, quoi. C'est arrêté quelquefois plusieurs minutes. Ah, mais oui. C'est- Il y a- On ne se souvient pas des fois de buts hors-jeu de l'époque, Oui. mais les hors-jeux, c'était sévère, quoi. Oui. Vous l'avez entendu prendre la parole, c'est Gérard Gilly dans Désolé, cette hein. seconde partie. Tu es chez toi, Gérard, tu fais comme tu veux. Gérard Gilly qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette deuxième partie du talk show du FosCM.fr avec Maxence Volpe et Romain Canuti. Cette deuxième partie qui s'appelle Garcia, la belle surprise de cette fin de saison. C'est vrai qu'à un moment donné, on a cherché quelles pouvaient être les solutions dans cette défense centrale, tant ce secteur était décimé. Et Roberto De Zerbi a décidé d'aligner Ulysse Garcia, et ça fait 2 fois qu'il le reconduit dans ce poste de défenseur central gauche, Max. 2 fois qu'il donne entière satisfaction à Monaco, contre Montpellier, même si effectivement l'adversité contre Montpellier était bien moins forte que face à Monaco. Mais il a été quand même tout à fait pertinent, puisqu'il a été sur des passes décisives. C'est surtout ça, c'est qu'au-delà de... Parce que à la base, c'est un défensif, puisqu'il joue dans la défense centrale, et c'est lui qui, sur les 2 matchs, apporte... Alors, il apporte pas un but, justement, pour Luis Enrique, mais il apporte un quasi-but, puisqu'il fait un centre parfait, on en a parlé dans la partie précédente. Et puis là, c'est lui qui provoque le premier penalty, qui change quand même beaucoup de choses. Donc, oui, non, c'est une belle surprise de le voir à ce poste-là. Et moi, j'aimerais qu'il reste à ce poste-là jusqu'à la fin de la saison. Même si Balerdi revient, je préférerais le voir à la place de Kondogbia. Mais après, on sait qu'il y a des statuts dans le foot. Et... Alors, j'ai une théorie. Elle est un peu folle, mais elle vaut ce qu'elle vaut. J'étais dans la salle de conférence de presse après le match, et quand Roberto De Zerbi prend la parole pour citer et dire c'est la victoire des joueurs, et puis lui il a été bon, et puis à un moment donné il parle de Kondogbia, il a cette phrase un peu folle de dire Kondogbia, et puis franchement ça serait top si les dirigeants peuvent faire l'effort de le prolonger, ce qui est une phrase folle, parce que déjà Kondogbia n'est pas en fin de contrat, donc il n'est même pas sur le tapis, il n'est pas convoité par 800 clubs, et on sait tous la place, parce que je n'ai pas son salaire à révéler, mais la place qu'il a dans la hiérarchie des salaires, si on la répercute à sa place dans la hiérarchie des temps de jeu, ben on voit qu'il y a une incohérence, donc c'est pas pour en plus accentuer tout ça. Et si on mêle avec les notes? Et en plus de ça, et je pense, c'est ma théorie un peu, mais c'est que De Zerbi lui a fait cette petite caresse, parce que effectivement, si Balerdi revient, ça va être Balerdi, Ulysse Garcia et Murillo, et pas Kondogbia. Et donc, pour passer un peu la pilule qu'on ne dise pas, dès qu'il y a eu l'occasion, il a sorti de l'équipe. Oui, mais avec Max, on n'est pas complètement convaincu de ça. On appelle ça de nos voeux. Dans le coach chez nous de jeudi, c'est ce qu'on proposera. D'ailleurs, ce serait sympa d'avoir un jour Gérard un jeudi pour faire le coach chez nous avec lui. Ah, mais il va nous le dire, ce qu'il nous a dit avant l'émission. Toi, tu mettrais qui? Non, la question... Je vous non, ai mais parlé de ça, moi. Ah non, ouais, c'est vrai. Non, mais il faut vraiment que je te pose la question. Gérard, comment ça se fait que, je crois que je te l'ai déjà posé, et c'est une redite, mais ça illustre notre débat. Comment ça se fait que nous, quand on est, et tu es avec nous maintenant, c'est-à-dire tu es consultant, tu es un observateur, tu vois les matchs, tu es plus sur le banc de l'Olympique de Marseille, mais on voit des matchs où Kondogbia, sur le Fossé, il a 4, sur l'équipe, il a 4, sur la Provence, il a 4, sur une note sur 10, donc il est dans les flops, il a donné absolument pas satisfaction pour tous les observateurs. Et tu écoutes Roberto De Zerbi après le match, il a fait une belle partie, il était... Alors, et Roberto De Zerbi, il n'a pas l'habitude de faire de la langue de bois ou de dire des trucs il a plutôt l'habitude d'être un garçon honnête qui dit les choses telles qu'elles sont. Donc pourquoi tu as eu toi des joueurs, Gérard, dans ton effectif où c'était tes fils en fait? Il faut que tu aies un discours qui fasse en sorte que ça soit positif pour tous les joueurs. Ouais. Parce que tu ne peux pas te permettre de perdre un joueur, surtout dans cette phase de la saison. Tu ne peux pas te permettre de perdre un joueur parce que tu vas dire de lui qu'il n'a pas été très bon. Ouais. Là, c'est un peu de la diplomatie que tu fais. Après, ce que pense De Zerbi, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il dit en conférence de presse. Hein. Il a forcément un choix à faire bientôt. Mais ma question, pardon Max, je pose ma question, après je te passe la parole, c'est
Est-ce que toi, parce que des fois c'est le sentiment que j'ai ou qu'on peut avoir tous, qu'il y a des joueurs, c'est les chouchous, les gâtés, les fils spirituels ou les fils tout court cachés de l'entraîneur, et il les met. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans la gestion d'un effectif de te dire, j'ai un joueur, c'est mon cadre. C'est mon cadre à moi, j'ai confiance parce que tu as une bonne relation avec lui, c'est peut-être ton relais sur le terrain, Non, parce que... et tu le mets quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a aussi le jeu invisible, quoi. Il y a ce que vous voyez, vous, les actions, les relances, les tacles, le jeu de tête et tout. Ouais. Et après, il y a l'influence du joueur. D'accord. Et l'influence du joueur, elle est très importante, bien souvent, par rapport à un partenaire qui est à côté. Il y a des joueurs qui sont très bons parce qu'à côté, ils ont un partenaire toujours le même. Ouais. Et dès que ce partenaire n'existe pas, n'est plus là, on perd le joueur aussi, quoi. Donc il y a cette influence invisible qui fait que ça a un rôle important dans la constitution d'une équipe, quoi. Ça, c'est vrai, ça se vérifie. Il y en a plein des exemples comme ça, des joueurs, des Lucas Mendes ou quoi, des joueurs qui payaient pas de mine, entre guillemets, mais qui rendaient meilleurs. Justement, c'est ce que j'allais dire, sans citer le joueur, parce que c'est pas l'objectif. Mais il y a aussi cette notion qu'on évoque souvent de cadre ou pas cadre. Et c'est vrai que Kondogbia, dans toutes les conférences de presse depuis le début de l'année, il le cite parmi les 2-3 premiers systématiquement en disant « ça fait partie de mes cadres ». C'est un de ses capitaines. Hein. Donc, moi, la question du coup que je me pose, c'est est-ce qu'en tant qu'entraîneur, et au-delà encore une fois de Kondogbia, Garcia ou n'importe quel joueur, est-ce que toi, tu te serais dit à un moment donné, c'est un cadre, je dois le laisser par rapport au groupe, pour que tout ça vive bien, ou si tu trouves qu'il y en a un qui est un peu meilleur et qui ne fait pas partie des cadres, eh ben ça t'est arrivé de te dire je fais jouer celui qui est meilleur, quoi. Il peut être meilleur intrinsèquement au poste, mais au niveau de l'influence qu'il peut avoir sur les partenaires autour, il peut avoir être moindre. Et donc ça, on est obligé d'en tenir compte. Je parle de l'ancien temps. Quand on a fait le doublé en 89, il y avait Leroux, Yvan Leroux et Foster. Quand il n'y avait pas Foster, Leroux n'était pas le même joueur. Donc c'était Foster qui était le cadre de cette défense. Et même Foster blessé était plus utile qu'un autre joueur qui aurait eu des qualités et qui n'aurait pas été blessé. Parce que Foster avait cette influence sur Leroux, sur Dimeco, sur Philippe Petit à droite. Je veux dire, il faut tenir compte du rayonnement du joueur. Et ça, c'est très important pour un entraîneur. Et c'est vrai que tu nous disais hors antenne aussi, mais les derniers matchs sans Balerdi, ça met aussi en lumière les qualités du joueur qui souvent est décrié. Et au final, on voit que quand il n'est pas là... Et c'est pour ça qu'une défense avec Balerdi, Ulysse Garcia et Murillo, moi c'est quelque chose que je trouve à l'approche de ces derniers matchs, des enjeux qu'on a dit et autres, moi c'est un visage courageux et moi j'ai envie de, par rapport à ce qu'ils représentent aussi, ces trois-là, j'ai envie de prendre le risque. Alors, c'est pas un gros risque en plus. Non mais on va pas aller trop loin sur Balerdi, s'il n'est pas à 100%, faut peut-être pas forcer ou quoi que ce soit, mais Brest, Lille, Le Havre, Rennes, quand il va falloir aller chercher des résultats, moi j'ai presque envie de dire je préfère aller à la bataille avec ces joueurs-là et puis avec un risque que ça marche pas, mais je préfère, voilà, des fois je me dis je préfère perdre avec certains joueurs que gagner avec d'autres. Je rien, c'est pas... Non, ça c'est pas une formule que tu c'est peux méchant. hésiter. Je peux pas te laisser dire ça. C'est méchant. Non mais c'est surtout qu'il n'y a rien de personnel contre Geoffrey Kondogbia. Mais... Non mais moi il y a gagner et perdre. Je veux dire, si demain tu me dis je mets Geoffrey Kondogbia, on gagne, et je mets Garcia, on perd, je prends Kondogbia tous les jours. Oui, tu peux pas préférer une défaite à une victoire. Ça tu le sais pas. Non mais c'est toi qui as dit. Je préfère gagner. Mais ce que tu sais, ce que tu te dis, c'est que des fois, avant le match, tu te dis, je vais peut-être mettre ce joueur-là, il va peut-être être moins rapide, il va peut-être moins sécuriser d'autres joueurs. Moi, ce que je vois de Garcia, parce que vous avez dit, il obtient un penalty dans les 5 premières minutes. Ouais. Dans les 5 premières minutes, il monte, et quand il l'obtient, rappelez-vous de l'action, il élimine un joueur, il monte, il y a un vrai dépassement de fonction, il y a une vraie volonté de sa part, parce qu'à un moment donné, il est à terre, il se relève vite pour aller chercher le ballon. Moi, je vois une hargne, une détermination en première mi-temps, alors que la première mi-temps est très compliquée, qu'on n'a pas une occasion, dans ton fameux truc de l'occasion toutes les 10 minutes, là, on n'y était absolument pas. Alors, je ne dis pas elle est sensationnelle, sa frappe, mais il a le mérite de frapper. Et tu te dis, putain, ce mec-là, son centre pour Euro en seconde, il est parfait. Au moment où il centre, je me dis, c'est un bon centre. Tu ne sais pas la destination ou quoi, mais le mouvement de son corps, la manière dont le ballon part, je me dis, c'est un bon centre. Et c'est Euro fait un truc super derrière.
pourquoi ce Ulysse Garcia, il n'a pas joué plutôt dans la rotation, ne serait-ce que dans la rotation? Alors on va me dire, il ne donnait pas satisfaction à l'entraînement, tu n'es pas là pour voir. Alors, mais moi, c'est des choses qui m'étonnent toujours. Ça m'amène à une autre question que j'aimerais aussi avoir l'avis de Gérard, c'est que j'ai l'impression que dans le foot moderne, les entraîneurs, ils réfléchissent différemment de ce que peut-être vous pouviez faire auparavant, parce que arrête-moi si je me trompe, mais je ne me rappelle pas avoir vu dans le passé des entraîneurs qui étaient capables de faire jouer en défense centrale 3 joueurs qui ne sont pas des défenseurs centraux. C'est quand même quelque chose de, je trouve. Alors, est-ce qu'ils veulent réinventer le football, des joueurs comme De Zerbi, ou est-ce que toi, ça t'est arrivé dans avant d'entendre Gérard, tu aurais voulu qu'il fasse quoi? T'as Cornelius, par exemple, qui est un défenseur central, il en a qu'un et il ne le fait pas jouer. Ah, d'accord. Dans ce sens, d'accord. A priori, il faut faire jouer des spécialistes. Les spécialistes à leur poste. Tu peux faire ça en cours de match parce que tu as un problème. Tu peux faire ça sur un match parce que tu as un problème d'effectif. Mais sur la longévité, il vaut mieux avoir des spécialistes derrière au poste de défenseur. C'est évident parce qu'ils ont plus de repères, parce qu'ils ont plus de timing dans l'attaque. Et les latéraux qui reviennent dans l'axe, c'est quelque chose que toi, tu as déjà pratiqué régulièrement ou pas? Les latéraux qui jouent stopper. Tu vois, comme aussi, alors même si c'est une défense 5, là tu as des Murillo ou des Garcia qui à la base sont des latéraux, mais qui finalement. Il y a eu le cas de Dimeco, qui quand nous est arrivé de passer à 3 défenseurs, de son poste de latéral gauche, rentré, était stopper gauche. Ouais. Mais... Il l'a fait dans un match un peu important. Un peu. Légèrement. Donc voilà. Non, mais a priori, après un entraîneur, c'est compliqué un entraîneur. Quel système de jeu il privilégie? Est-ce qu'il a les joueurs pour jouer de cette façon? Il y a plein de questions à poser à un entraîneur. Et puis juste par rapport à ça, Max, rappelons quand même qu'au Mercato, Roberto De Zerbi a demandé 2 défenseurs centraux, qu'on lui en a donné qu'un et qui n'est pas dispo, qui plus est. Alors ça, c'est pas de son fait à lui ou des recruteurs ou quoi, mais voilà, sur 2, il en a eu 0,5. Donc, Pour en revenir à Garcia, est-ce que vous le voyez titulaire, vous, dans l'optique où Balerdi reprenne sa place au centre de la défense marseillaise? Est-ce qu'on va voir ce Murillo, Balerdi, Garcia, qui, en tout cas pour moi, me semble être équilibré, avec des joueurs qui sont plus ou moins rapides, vifs, déterminés et qui ont de la qualité? Puisqu'on a vu que ça, c'est la bonne surprise aussi. Garcia peut se projeter vers l'avant, tout comme le fait Murillo. Donc ça permet d'avoir des solutions offensives en plus. Ou est-ce que, comme on l'a dit juste avant, le Kondogbia, qui est le cadre, le fils caché de Roberto De Zerbi, quand je dis ça, je fais une plaisanterie bien évidemment, va être reconduit, stopper gauche notamment, parce qu'il est technique, parce qu'il rassure, le fameux jeu invisible dont nous parle Gérard, c'est le grand frère à tout le monde, etc. Après, moi là, je vais paraphraser ce que disait De Zerbi, c'est qu'il avait son système qui était avec Murillo qui faisait ses appels dans la profondeur et Kondogbia qui restait plus en retrait pour faire les transversales, faire les transmissions, jouer avec Balerdi, etc. Donc moi, j'ai peur qu'on reste sur cette logique-là. Mais ma préférence, elle irait effectivement à Ulysse Garcia aujourd'hui parce que je pense que d'avoir les deux, on manque de qualité offensive, on manque de... C'est rigolo de dire ça quand on sait que c'est la saison où on a marqué le plus de buts. C'est pas faux, mais on manque, je trouve qu'on ne se crée pas assez d'occasions. Et ces occasions, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles arrivent pratiquement que par les dépassements de fonction de Murillo et de Garcia. Donc, moi, c'est des joueurs que du coup, j'alignerais forcément. Ouais, cet équilibre-là d'équipe, tu l'as peut-être fait parce que tu te dis c'est Montpellier et qu'on pouvait entre guillemets se le permettre. Peut-être aussi. Ben, pour moi, on peut aussi se le permettre contre Brest parce que la dynamique est la nôtre et qu'on a absolument besoin de cette victoire et qu'il faut emballer la rencontre et que cet équilibre-là, que tu n'as pas, on va dire, défensivement, parce qu'en phase défensive, et c'est ce que disait Gérard, c'est-à-dire que quand tu as un Rongier ou un Højbjerg au milieu de terrain, qui savent qu'il y a Kondogbia derrière, ils peuvent se dire voilà, et que cette garantie-là, tu l'as pas forcément avec Ulysse Garcia. Il y a beaucoup de phases, rappelez-vous en janvier, où on se prenait quasiment à chaque fois le même but, avec un Murillo qui avait un petit temps de retard au moment de recouvrir sur son... Mais moi, je préfère prendre ce risque-là. Je préfère jouer avec Ulysse Garcia et Murillo dès le début du match, quitte à ce qu'on soit un peu plus à se découvrir. Mais on est dans une phase là où il faut prendre des risques et je suis prêt à les prendre. Mais Kondogbia, je vous pose une question. Il a été recruté pour jouer quel poste? Milieu de terrain? Milieu de terrain, oui. Donc là, on fait tout un débat sur Kondogbia, défenseur central, quoi.
Donc, c'est parce que même aujourd'hui, il est barré au milieu de terrain, parce qu'on joue qu'avec deux. Parce qu'il y a aussi la blessure de Balerdi, parce que sinon, il est barré au milieu, il est barré derrière. Hein. Ouais, pas vraiment, parce que quand même quand Balerdi jouait, au final, il a fait beaucoup de matchs avec Balerdi dans l'axe et Kondogbia sur le stopper gauche, quoi. Stopper façon de parler, quoi. Et je trouve qu'il n'a pas été... Moi, vraiment, quand je me repense sur sa saison, je le trouve vraiment pas top. Il y a eu des matchs... Il a fait un très bon match à Paris en étant au milieu. Il avait fait un très bon match à Lyon en étant derrière. C'est limite son premier. Mais je trouve que dans l'ensemble, j'ai vu l'entretien de Benatia dans la Provence où justement il était un peu lancé sur ce sujet. Il a dit non, il a fait de très bons matchs à Nantes notamment. Je me souviens à Nantes, je vous en souvenez, un ballon en l'air et tu vois Kondogbia, il n'arrive pas à aller au duel à la tête. Il se fait... Il y a des séquences quand même qui sont gênantes. Allez, on va faire la petite pause publicitaire avant de passer à la troisième partie de notre émission. Kondogbia ne sait pas courir contre le Toulousain. C'était navrant, nous dit le Berry marseillais. C'est vrai que ce match contre Toulouse, quand il y a le ballon qui part... L'Abica, là, ouais. Et on voit Kondogbia se faire doubler comme s'il marchait sur une autoroute. Et en fait, il y avait une voiture qui passait à côté de lui. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le Sami Traoré contre Franck Ribéry à l'époque, là où il y avait après ballon. Je trouve que c'est quand même très méchant de cibler cette action. Parce que, comme le disait Gérard, à un moment donné, on le met en difficulté aussi. On sait qu'il n'est pas rapide. Je veux dire, et tu le mets contre le joueur pratiquement le plus rapide du championnat. Donc, et tu t'étonnes que le mec il lui prenne 3 mètres. Et De Zerbi a eu l'intelligence quand même sur ce match-là de switcher et de remettre Kondogbia dans l'axe pour que ça se passe plus. Donc, pendant la petite pause, Patou 75-011, tiens, je la pose à toi la question. Max, tu as pensé quoi du match de Rongier? Il a pas fait, il a été correct selon moi. Voilà, de toute façon, Rongier, il fait pas. En ce moment, je pense que c'est ce côté-là de concurrence avec Benasser. Je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment monter en grade. Mais voilà, je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé trop bon non plus. J'irais presque à te dire que mon cœur balance après sur les prochains matchs, savoir s'il faut rester avec Rongier ou remettre Benasser qui au final accumule du temps de jeu, voilà, ou donner une mi-temps aux deux comme ça se fait depuis plusieurs matchs. Voilà, c'est... Je n'ai pas trouvé son match. Je n'ai pas été. Même Højbjerg, mais je trouve que sur la première mi-temps, le manque de spectacle, je leur impute à eux. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup à vouloir contrôler le jeu. J'ai pas l'impression que c'était forcément des consignes du coach. J'avais peut-être besoin de te rassurer. Et c'est ce que dit un peu De Zerbi à la fin en disant bon, il y avait le contexte émotionnel et des joueurs qui avaient besoin de se rassurer. Je pense que c'était adressé à eux. Ok les gars, on passe à la troisième partie de cette émission.